Donc, je vais vous parler de la forêt de Chaillu à Besançon. Donc, c'est un programme, enfin des programmes de recherche qui se sont succédés de 2009 à 2016. Et comme ça a été dit pour d'autres programmes aujourd'hui, plein de collaborations, plein de disciplines, plein d'intervenants associatifs, laboratoires, institutions, que je rappelle pour mémoire en bas de cette diapo de titre. Alors, la forêt de Chaillu se situe à Besançon, donc on revient dans le nord-est de la France. Les projets de recherche qui ont étudié cette forêt ont été portés par la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Besançon, comme ceux sur la Vosges saunoise présentés ce matin par Emmanuel Garnier. Donc Besançon est une ville très ancienne qui est une capitale régionale dès l'âge du fer, déjà citée par César dans la guerre des Gaules notamment. La ville antique se situe ici dans une boucle de la rivière du Doubs, hein, donc cette partie de ville ancienne est archéologiquement assez bien connue. En revanche, on connaît beaucoup moins bien toute la périphérie et notamment la forêt de Chaillu ici qui appartient à la ville de Besançon et qui se situe à quelques kilomètres du cœur du centre-ville. Au 19e, 20e siècle, la ville s'est développée ici vers le nord-ouest sur un plateau calcaire jusqu'à arriver aujourd'hui quasiment à toucher cette forêt de Chaillu. On le voit bien ici sur la vue de droite. Alors la forêt de Chaillu est une forêt de feuillus, hein, majoritairement. Il y avait un peu de résineux qui ont été décimés par le scolyte et la sécheresse dans les années qui viennent de passer. Donc maintenant, on retrouve un peuplement quasiment exclusivement de chênes, hêtres, charmes qui couvrent la totalité de ce massif. C'est une forêt qui n'est pas très très grande, hein, elle fait à peu près un peu moins de 17 km², mais elle constitue la partie occidentale d'un massif beaucoup plus grand, hein, qui s'étale vers le nord-est et qui fait un gros massif forestier des avant-monts de cette zone du Doubs. Alors, zut, je n'arrive pas à récupérer. Voilà. Alors, une des choses qui a caractérisé ce programme, c'est qu'on a beaucoup prospecté. On a été énormément sur le terrain pendant toutes ces années pour faire des prospections au sol, des prospections géophysiques, des prélèvements pour analyse et datation radiocarbone. Alors voilà quelques photos de terrain. En hiver, dans le Doubs, il neige et il gèle, donc les prospections sont assez compliquées. Le meilleur moment, ça reste le printemps, comme je pense dans la plupart des régions, où on n'a quand même pas grand-chose au sol, jusqu'à peu près au mois de juin, où là on commence à vraiment avoir du mal à voir les vestiges au sol. Et l'automne est une période franchement défavorable, hein. Il y a une telle végétation et puis bien coriace, on ne voit plus rien. Alors, pour parler du lidar qui a été réalisé, donc c'est un des premiers lidars qui a été fait pour l'archéologie, hein, un peu quelques années après celui pour la forêt de haies. Donc évidemment, au niveau des performances, on est très en dessous de ce qu'on peut avoir aujourd'hui de manière classique. On avait quand même à peu près 5 points sol par mètre carré après relevé, ce qui nous a permis de bien étudier cette zone, hein. Donc, on a ici un aperçu de cette forêt de Chaillu. Donc, une des caractéristiques, c'est qu'on se situe sur un plateau calcaire karstique qui est criblé de dépressions naturelles, hein, des dolines, donc des espèces de cuvettes, hein, qui font quelques dizaines de mètres de diamètre et jusqu'à 10 mètres de profondeur, qui proviennent de l'effondrement du sous-sol géologique et de la dissolution du calcaire par le gel et l'eau de pluie. Une des caractéristiques de cette forêt, c'est d'être bordée au nord ici par un pli géologique qui forme une pente assez raide ici orientée au sud et sur l'autre versant un apic avec des falaises de plus de 40 mètres de haut. Ça forme donc une véritable barrière pratiquement infranchissable par des chemins. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit.
Alors, cette forêt, enfin Besançon d'une manière générale, je ne vais pas du tout détailler l'histoire parce que je n'ai pas du tout le temps, mais elle est très bien documentée par de très nombreuses archives depuis le Moyen-Âge, et pour la forêt de Chaillus, par des archives et par des plans. Ça nous permet de savoir que cette forêt est vraiment très ancienne. Les premières mentions qui peuvent être assimilées à la forêt de Chaillus, sans qu'on connaisse évidemment de limites, remontent au XIIe siècle. Les premières limites bien décrites par les archives historiques nous permettent de dessiner des contours dès le milieu du XIVe siècle. Et les premiers plans qui figurent cette forêt est ici daté du XVIe siècle, probablement de la fin du XVIe siècle, qui nous montre assez nettement des contours assez voisins, on va dire, au nord et au sud des contours actuels, avec une avancée beaucoup plus à l'ouest, beaucoup plus proche de la ville qu'aujourd'hui. Les contours de cette forêt sont, on va dire, établis sur une période qui dure pratiquement 40 ans, à partir de 1699, premier plan date de 1704. Et alors, il y a des conflits interminables sur les limites, quelle partie appartient à quelle commune. Finalement, tout ça se solde en 1738 par la réalisation d'un plan géométrique d'une très très grande qualité, qui peut être aujourd'hui totalement superposée avec les limites de la forêt telles qu'elles sont, et on retrouve quasiment la totalité du découpage en assiette ici et en quart de réserve dans le plan parcellaire actuel. Et d'une manière tout à fait significative, les limites cadastrales de la forêt actuelle sont rigoureusement les mêmes que sur ce plan de 1738. Alors, à partir du relevé LIDAR, on a pu faire un relevé de structures d'origine naturelle. Alors, les dolines, il y en a plus de 500, hein, on les a ici en brun, c'est les petits points. Des zones de glissement de terrain assez nombreuses et assez importantes qui se situent hors de la forêt de Chaillus, mais juste sur le revers ici, ainsi que quelques soutirages, là aussi un tout petit peu à l'extérieur de la forêt, des soutirages karstiques qu'on a pu repérer. Alors, en 2009, quand on a commencé, donc ces relevés ont été, donc toutes les structures ont été relevées sous forme de points et d'abord de linéaires. Ça donne l'impression d'être beaucoup comme ça. En 2009, on avait assez peu, on va dire, de référentiels, à part les publications sur la forêt de Haye. Pas grand-chose était encore publié à cette période-là. Et donc, on a décidé de faire des prospections sur le terrain pour aller éclaircir tout ça. Et là, on a eu la chance aussi de pouvoir faire des prospections avec autorisation. Évidemment, toutes les démarches administratives ont été faites pour prospecter avec des détecteurs à métaux, ce qui, dans cette forêt, a été vraiment important parce qu'il n'y a pas de chablis, il n'y a pas de tegoulae ou des choses comme ça, c'est-à-dire que les sites sont quasiment indétectables si on n'a pas un moyen légèrement invasif pour les mettre en évidence et obtenir des moyens de datation. Alors, on a un peu de tout dans cette forêt, en quantité assez, on va dire, assez modeste finalement, un peu de tout sauf des structures liées à l'eau, parce qu'il n'y a pas un seul cours d'eau ni une seule source dans cette forêt. Et il n'y a pas non plus du tout de métallurgie, parce que c'est un terrain géologique qui ne s'y prête pas. Donc ici, quelques aménagements militaires qui datent de 1870 et après. Voilà, donc un aperçu, des batteries, des tranchées, magasins à poudre, également quelques trous de bombes dans lesquels on retrouve des obus déchiquetés. Voilà. On a de nombreux aménagements liés à l'activité agro-pastorale avec quelques petits établissements. Donc là aussi qu'on a été beaucoup prospecté. Bon, moi ça, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît ce genre de structure. Voilà, ça relève, on va dire, de l'anecdote de les présenter pratiquement parce tout le monde en a vu un peu partout maintenant. Alors, on est sur un terrain calcaire assez mince et très caillouteux, donc on va retrouver très logiquement des tas d'épièrrements en quantité qu'on a ici, avec des buttes empierrées qui délimitent des parcelles. Certaines buttes peuvent être très très larges. On a ici un aperçu, elle fait pratiquement 30 mètres de large de pied à pied sur plusieurs mètres de haut. Et des tas d'épièrements qui sont vraisemblablement des tas d'épièrements agricoles qu'on va retrouver plus ou moins grands dans cette forêt. Alors, on a des établissements. La plupart des établissements qu'on a trouvés sont d'époque romaine.
Et ça, on le sait parce qu'on a pu faire des prospections datantes. Donc ici, en rouge, des enclos qui contiennent de petits habitats. On imagine volontiers une ferme. Ici, une doline naturelle, donc, qui constitue, on va dire, un point d'appui de l'organisation spatiale de ces aménagements. En noir, des marques, on va dire, de travail du sol, plutôt du genre rideau de culture, hein, qui vont former des légères rides dans le sens de la pente qui est très faible à cet endroit-là. Un autre enclos avec habitat, et puis des chemins qui relient tout ça. Donc, dans les chemins, on trouve du mobilier datant, et puis aussi dans ces sites. Alors, on a fait des prospections au sol, donc là, pour vous dire, voilà le genre de terrain, donc évidemment, on ne trouvera pas de mobilier en regardant en prospection à vue, et on a pu faire aussi des prospections géophysiques avec la bonne volonté de Clément Laplège, qui est passé avec son appareil par-dessus les ronces et les troncs d'arbres couchés. Donc tout ça nous permet d'obtenir du mobilier, alors très très peu de céramique, un petit peu de monnaie, du clou, essentiellement de bâti. Et grâce aux prospections géophysiques, on a pu mettre en évidence qu'il y avait effectivement, par exemple, à cet endroit-là, un bâtiment avec 2 pièces et également des fosses, peut-être une ancienne citerne ou un ancien dépotoir. Alors, il y a un seul établissement médiéval qui se situe sur la crête de la forêt, les vestiges d'une chapelle ici qui a été détruite au tout début du XVIIIe siècle et dont on a là les vestiges. Ce site était entouré d'aménagements en demi-cercle, en forme de terrasse, qui manifestement ont abrité des habitats. Donc là, on n'a pas prospecté ces habitats, on a simplement regardé dans les taupinières et on trouve du mobilier. C'était suffisant pour pouvoir dater le site sans besoin d'être invasif avec détecteur à métaux. On a évidemment de très nombreux chemins, ici dessinés en marron, tous les chemins qui correspondent à des chemins qui ne figurent pas sur la carte IGN, par exemple. Alors, petite digression sur les chemins, on sait aujourd'hui, on le voit dans cette communication du ministère de l'Environnement, que les bords de route sont des dépotoirs. Et on y perd aussi, aujourd'hui, les enjoliveurs, et c'est exactement pareil dans le passé. On trouve beaucoup de mobilier datant au bord des chemins et sur les chemins, et c'est particulièrement intéressant parce que c'est du mobilier perdu au moment de son utilisation, en particulier les fers à cheval, et donc c'est un moyen de dater la période d'utilisation du chemin. Et il se trouve que, alors au moins pour le nord-est de la France, il existe des typologies assez détaillées, donc j'en donne juste un exemple ici, mais il y en a plusieurs, les publications sont indiquées ici. La même chose pour les clous de chaussures, ici des clous de Caliga. Tout ça, c'est des travaux qui sont faits essentiellement par des Suisses et c'est vraiment valable pour la région de la Franche-Comté. On est tout à fait dans la même ère culturelle. Et grâce à ça, on peut dater depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle par la forme du fer à cheval, une période d'utilisation de la voirie. Et c'est ce qu'on a fait sur la forêt de Chailly. Donc, voici un exemple sur un faisceau de chemin tel qu'on en rencontre très fréquemment. On a pu dater ici les différentes périodes d'utilisation. C'est vraiment très, très net. Donc, ça, évidemment, se fait sur le terrain avec le SIGE embarqué, on va dire, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de confondre un tronçon avec un autre. Et donc là, il faut être évidemment absolument sûr du tronçon qu'on est en train de prospecter, de recouper avec le GPS l'emplacement où se trouve le mobilier qui est trouvé. Donc c'est un peu technique, un peu long et un peu fastidieux, mais on peut quand même arriver à retracer, on va dire, l'évolution d'un réseau de voirie comme ça. Alors, parmi les structures qu'on trouve aussi en quantité, de manière très classique, il y a les places à charbon, donc ici en bleu, des fours à chaud, les points roses, et puis des carrières de pierres, de lave, de surface. Donc les laves, c'est des pierres plates en calcaire qui servaient à faire soit des murs en pierre sèche, soit de la couverture de toit.
Euh, donc on en a à peu près, en charbonnière, on en a à peu près 1000 dans la forêt de Chaillu, et puis il me semble, c'est la forêt plus les abords. Alors par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur les vérifications de ces structures, donc on a vérifié plus de 200 charbonnières dans la forêt de Chaillu, ce qui a été assez simple puisqu'on passait devant à chaque prospection et qu'on sortait toutes les semaines, donc pendant plusieurs années. La même chose pour les fours à chaud. Alors, on a vérifié, il y en a 70 à peu près, on n'en a pas vérifié autant, mais on en a dû en vérifier une bonne vingtaine, 20-25. Et alors, pour les fours à chaud, c'était tous des fours à chaud. Et pour les charbonnières, on a eu un faux positif qui, effectivement, avait une forme très légèrement, une morphologie très légèrement différente. C'était en fait une extraction de gravier pour un bord de route. Et aussi une charbonnière qu'on n'a pas mis en évidence sur le terrain alors qu'elle apparaissait sur le LIDAR. Voilà. Donc c'est quand même assez typique comme type de structure et assez facilement reconnaissable à mon sens à partir de ces données LIDAR. Alors, 15 minutes. oui, merci. Je pense que ça devrait aller. Donc un aperçu d'une carrière de lave, donc ça ressemble à des petits cratères de surface comme ça qui s'étalent. On va avoir le même genre de forme sur les carrières d'ardoise par exemple, voilà, et voilà à quoi ça ressemble, un toit en lave, ou ici un toit en lave démonté. Une charbonnière, donc le confetti très classique, ici dans les pentes soutenu par un muret, la base étant que c'est une structure bien horizontale, circulaire ou légèrement ovoïde, mais toujours très horizontale. Et le four à chaud caractérisé par la dépression centrale entourée d'un bourrelet qu'on a ici avec deux petites carrières qui vraisemblablement ont servi à fournir la pierre à chaud qui a été brûlée juste à côté. Alors ces fours à chaud, on a fait des prélèvements dedans. Vous avez ici un aperçu de leur taille. Voilà un aperçu du contenu reconstitué. On a daté le fond. On en a daté 4. Tous sont modernes, 16-18e siècle. On a fait pas mal de choses sur les charbonnières aussi, donc on a pu sur toutes ces charbonnières en dater quand même faire 44 datations qui correspondent à peu près à 40 charbonnières, parce que sur plusieurs on a fait 2 datations. Tout est moderne, tout est pratiquement 18 à première moitié du 19e siècle. Bon, évidemment, avec toutes les difficultés de datation que pose cette période par radiocarbone. Mais on n'a vraiment pas de charbonnière très ancienne, pas de charbonnière médiévale, par exemple. Il y a eu des travaux d'anthracologie, une thèse, qui a permis de faire de la détermination d'espèces, où on voit ici une différence de répartition des espèces en fonction de l'emplacement de la charbonnière, et de manière assez remarquable, cette répartition reprend ce qui était reprend les stations actuelles quasiment, avec seulement un peu plus d'héliophiles quand même d'espèces qui aiment les espaces plus ouverts. Probablement que cette forêt était plus ouverte au 19e siècle qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas une surprise. Il y a eu aussi, évidemment, les comptages de charbon, une tentative de mise en relation avec des mesures par susceptibilité magnétique. Bon, le projet est resté un petit peu inachevé parce que, faute de financement, on n'a pas pu continuer. Mais c'était une belle tentative qui avait là aussi été faite par Clément Laplèche, qui était spécialiste en géophysique. En compilant tous ces résultats, on peut proposer un point de vue diachronique. Donc ici, on a, par rapport à la première vue qu'on avait de tous ces vestiges d'origine anthropique, en noir des vestiges auxquels on attribue une période romaine, en violet ce qu'on attribue au Moyen-Âge, donc là essentiellement à partir de la voirie. En vert, ce qui est attribué à l'époque moderne, qu'on peut restituer à partir de plans réels ou de plans cadastraux du début du 19e siècle, et en brun rouge, tout ce qui reste à dater, qui n'a pas pu être fait dans le cadre de ce programme. Et puis à partir de là, on peut proposer quelques, on va dire, instantanés de différentes périodes. Alors évidemment, tout ça reste très hypothétique. On a une occupation romaine finalement très modeste qui touche uniquement à la partie ouest de la forêt de Chaillu. Et pour le reste, on imagine que c'était plutôt boisé, parce que ça serait plutôt la dynamique naturelle même à cette période.
Au Moyen-Âge, on a toujours une partie ouverte avec des vestiges, un peu d'habitat et pas mal de parcellaires, datés par les chemins qui les connectent, et peut-être une zone, on va dire, agricole temporaire, ici en Brin au centre, c'est une hypothèse, et pour le reste, toujours un espace boisé. Au 18-19e siècle, ou vers le 19e siècle plutôt, on a une forêt qui est déjà totalement constituée, avec une ouverture assez importante autour, attestée par les plans. Et on constate actuellement, alors évidemment, l'urbanisation qui a atteint aujourd'hui les limites de la forêt et une fermeture très importante, en particulier au nord, c'est-à-dire au plus éloigné du centre urbain de Besançon. Alors, pour terminer, je peux encore prendre 2-3 minutes? Oui. Oui, alors pour terminer, alors il se trouve que donc, ce LIDAR a été fait en 2009. Donc en 2009, on a eu, juste après le passage du LIDAR, une parcelle qui a été coupée à blanc, ce qui est devenu assez rare, mais enfin voilà. Et donc, on voyait bien ici tous les vestiges, alors que quand le LIDAR a été fait, la parcelle était encore entière. Et il y a eu un nouveau LIDAR qui a été fait en 2020. Alors, je l'ai eu il y a environ un mois et demi. Je n'ai pas encore eu le temps de faire grand-chose dessus. Mais quand même, évidemment, j'ai regardé, j'ai comparé, hein. Donc cette parcelle, c'est la même parcelle qui se trouve ici. Donc cette parcelle depuis, puisqu'elle a été en régénération totale, puisqu'elle a été coupée à blanc, elle a fait l'objet de cloisonnements. Hein. Donc les cloisonnements qui ont été décidés avec nous, hein, c'est-à-dire on a dit, ben là, ce serait mieux de passer par-ci, par-là. Et donc j'étais curieuse de voir quand même quels étaient, on va dire, les dégâts, avec des guillemets, hein, provoqués par les cloisonnements. Bon, ils ne sont pas énormes ici, mais ce qu'on peut dire, alors je suis désolée de la qualité du modèle, mais c'est une résolution à 1 mètre, j'ai pas eu le temps de refaire un modèle numérique de terrain pour cette présentation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans cette zone, par exemple, on ne peut pas savoir avec les cloisonnements sylvicoles si il y a ou il y a eu ou il n'y a pas eu de pierriers, alors que là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc, on va dire que ça brouille quand même l'information, qu'elle soit positive ou négative. Autrement, et c'est valable pour pratiquement la totalité de la forêt, ce qui est remarquable, c'est que rien n'a bougé. Hein, en 12 ans, ça n'a vraiment, j'étais épatée, parce qu'il y a quand même tous les ans de l'exploitation forestière. Il y a eu tous les dégâts dus. Alors là, il y a eu des dégâts, il y en a eu pas mal, hein, on va dire, par diverses maladies, entre la chalarose du frêne, le scolite et puis le vieillissement de certaines parcelles. Ça a fait des exploitations qui ont été quand même assez invasives, et on constate que en fait, ça n'a pas un impact si gigantesque sur les structures forestières, sur les structures archéologiques. En revanche, on peut quand même dire que, donc là, voilà un autre exemple de cloisonnement sylvicole. Donc ici, un traitement de pente, hein, ce qui explique que c'est un petit peu différent en visualisation. Donc ici, le LIDAR de 2009, sur lequel on voit 2 chemins et au moins une charbonnière. Il y en a une deuxième ici, en fait. Et ce qu'on peut voir, c'est que, évidemment, après le passage du cloisonnement sylvicole, tout ça, c'est terminé, on ne le voit plus. Peut-être que les structures existent toujours en dessous, mais comme le cloisonnement est quelque chose qui, on va dire, est très persistant, on peut dire que dans 30 ans, 40 ans, ce cloisonnement, on le verra toujours. Donc, on perd l'accès à la lecture du micro-relief. Et enfin, dernier exemple, et c'est le seul, on va dire, dégât qu'il y a eu sur les établissements d'époque antique qui ont été mis en évidence. Alors, voilà, donc au moment de l'exploitation de cette parcelle, le bûcheron a voulu poser son bois sur cette zone qui est bien plane, alors parce que bien sûr, les sites d'occupation, d'habitat, ils sont sur des zones bien horizontales, donc c'est des endroits privilégiés pour poser les arbres puisqu'ils sont déjà plats. Et le bulldozer était déjà passé, on le voit ici, il avait quand même commencé déjà à détruire le site, et il se trouve que ça a été arrêté à temps, on va dire après très peu de destruction, par un archéologue qui surveille beaucoup ce genre de travaux. Mais s'il n'y avait pas eu les prospections préalables qui avaient détecté ce site n'existerait plus aujourd'hui. Donc c'est une autre question, hein, c'est celle, avant de se poser la question de préserver les sites, c'est déjà de les détecter. Voilà, donc là j'ai largement dépassé mon temps et je vais arrêter là-dessus. Voilà.